Je crois que la chose qui est la plus dure en action que j'ai trouvée, moi, personnellement, c'est le manque de sommeil. Des fois, on est tellement assommé de fatigue, on ne sait pas ce qui se passe. On a, comme on dit... Descendait en vrille très vite, au-dessus de 400 000 à l'heure. Je ne pouvais pas sortir. L'avion a explosé. Il m'a sorti de l'avion. Quelqu'un m'a posé, je ne sais pas quand, m'a posé la question, avais-tu peur? Si ma mémoire est fidèle, je pense que je lui ai répondu en ces termes, on n'avait pas le temps. Alors nos Canadiens, eux, étaient un peu plus exubérants. Et puis en arrivant, ils parlaient beaucoup, nous contaient des histoires terrifiantes. Puis après avoir dormi leur somme, là, ils ne voulaient plus parler. Les gars se sautent au cou. Ça y est! On va se battre. C'est un feeling terrible. Sur mer, les Allemands en étaient arrivés au cynisme. Leurs sous-marins avaient pénétré dans l'estuaire du Saint-Laurent, remonté presque jusqu'à Québec. Et la marine étant occupée ailleurs, ils se mirent au travail. J'ai été 3 mois à bord de ce bateau-là. J'ai demandé d'être transféré. Et puis, non, vous ne pouvez pas essayer. Votre anglais n'est pas assez. I think I have enough English and I know enough. But I said, I want to get off this ship. J'arrive au port d'Halifax seul, avec un chauffeur, une voiture, ma valise, mon bagage. Et au port, on me montre le bateau, c'est le SS Bayano. Il y a une passerelle qui monte à bord du bateau. Il y a une garde à la passerelle. Et puis, on remet mes papiers à quelqu'un, à un officier qui était là, qu'on appelait à l'époque un RTO. Et puis, cet officier-là me dit, tu peux monter à bord si tu veux tout de suite. Le bateau partira pas avant demain. Ou tu peux rester sur le quai. Alors, comme il n'y avait pas de place à aller, j'ai dit, je vais monter sur le bateau. Une certaine ville du Canada jouait déjà un rôle indispensable à la cause alliée. Les communiqués officiels ne la désignaient que par ces mots, un port canadien de l'Est. Halifax, Nouvelle-Écosse. Denrées, pétrole et munitions doivent de là affluer en Grande-Bretagne, sinon la guerre est perdue. Et là, pour la première fois, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de... J'allais quitter mon pays. J'ai commencé à sentir des papillons dans le ventre. J'ai commencé à sentir des angoisses. Là, mon aventure devenait très, très, très réelle. Je sentais que, hey, là, je vais traverser l'océan. Wow. Là, on va être loin de la maison paternelle, on va être loin des douceurs de la tante Irma, de la mère Berthe, de mes frères et tout ça. C'était vraiment envahi par une tristesse presque indescriptible. Il y avait une petite infirmière, une jeune infirmière qui venait de l'Ouest, qui avait l'air à s'ennuyer autant que moi, puis qui avait l'air aussi nostalgique du pays au moment du départ, je suppose, parce que on vient de l'Ouest. Donc, on la voyait de temps à autre et elle mangeait avec nous à table. Ça a été le jour de Noël. Il y a eu le plum pudding, il y a eu une petite fête à bord et tout ça. Chose que je me souviens, à bord de ce bateau-là aussi, chaque fois qu'on annonçait un repas, il y avait un marin qui se promenait avec un xylophone, puis un marteau, et il jouait la 5e de Beethoven, les premières notes. Ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam. Ça annonçait les repas. La première corvette, c'était le Hammers, dont le capitaine était Louis Audette. En hiver, on était sur le pont pour faire le lookout, le guet qu'on appelle, hein, pour les autres bateaux. Durant la nuit, il n'y avait pas de lumière, de rien.
Et puis, il fallait faire les guerres. Ça, c'était 24 heures par jour, ça. Il s'agissait pour la marine canadienne d'assurer les transports à travers l'Atlantique Nord. Les attaques sous-marines commençaient dès la sortie de Halifax et de Saint-Jean. Les escadrilles canadiennes protégeaient les navires aussi loin qu'elles le pouvaient. Mais le moment venait toujours de tourner bride. Les convois étaient alors réduits à leurs propres ressources. Et elles étaient minces. Un grand coup de sirène, c'était un rassemblement dans le salon du bateau. 2 coups de sirène, c'était de s'en aller à nos postes de sauvetage, à nos chaloupes de sauvetage. 3 coups de sirène, c'était l'abandon du bateau. Le lendemain du jour de Noël, je pense, c'est le 26 décembre 1942, alerte. Et là, on nous annonce, les officiers du bord nous disent que nous sommes présentement le convoi qui a rallié une centaine de navires, a rallié un convoi américain au large de New York et que nous sommes présentement sous attaque par des sous-marins ennemis. Alors, on entend les charges de profondeur des corvettes et des destroyers qui protègent et qui sont en train de pourchasser. Et là, c'est un moment d'anxiété terrible. Parce que c'est cette anxiété-là que je connaîtrais à la guerre, c'est que là, tu peux rien faire. On essaie de mettre nos bouées de sauvetage et tout ça. Ma petite infirmière, moi, qui me suivait, parce que j'ai frappé dans sa porte, dans la porte de sa cabine, quand l'alerte a sonné, elle m'avait suivi, puis il fallait mettre une espèce d'habit ciré, habit de caoutchouc, mettre nos flottes par-dessus ça, un capuchon, accrocher des lumières, des batteries. S'est enfargée là-dedans, puis elle était désespérée. On s'est liés d'amitié davantage parce que je l'ai aidé à mettre son habit de sauvetage. Et puis, elle se tenait tout près, puis je la sentais trembler. Et pendant ce temps-là, ben, tout le monde s'énervait. Et là, on attendait le 2e coup. Il nous est arrivé que, quand on fait des convois avec Amherst, la corvette Amherst, qu'on a ramassé assez souvent des survivants. Des marins, de la planète marchande, des blessés. Et comme assez souvent, ça arrivait que ces blessés-là succombaient à leur blessure à bord du bateau. Il fallait aller ensevelir en mer. Je pense que c'est le vrai mot, ça, ensevelir dans la mer. Et c'est assez triste, des fois, de voir ça. J'étais sur la passerelle et j'ai vu, alors que nous filions à vive allure, un jeune homme dans l'eau, à la verticale, pas allongé. Au moins, ça suscite le doute de savoir s'il est mort. Alors j'ai stoppé et nous l'avons repêché. Il n'avait aucun papier d'identité de quelque ordre que ce soit sur lui. J'aurais pu tirer sur le type, mais il était déjà mort. Enfin, je l'ai repêché, et puis je l'ai remis à l'eau, évidemment. Mais je lui ai fait des funérailles. Elles n'étaient pas mal du tout. Nous étions 5 navires qui voyagions ensemble et quand le moment est venu de l'ensevelir, j'ai demandé aux 4 autres de se rapprocher de moi et de baisser leur pavillon. C'était émouvant. C'était plus émouvant que je le voudrais même. Ça l'était vraiment. Mais je ne sais pas qui il était. Je n'avais aucun moyen d'informer sa famille ou de faire quoi que ce soit. Ils n'ont jamais su ce qui est arrivé à ce garçon. Moi, oui, mais je ne savais pas qui il était. C'est ça, la guerre. L'Allemagne comptait énormément sur les attaques sous-marines. Elle savait qu'il fallait à tout prix harceler les communications entre les deux continents. L'amiral Dönitz commandait 235 sous-marins.
l'Atlantique en était infesté. Et finalement, le deuxième coup de sirène n'est jamais venu. Mais pendant tout ce temps-là, on entendait les charges exploser, chaque côté, à l'intérieur du convoi. Et là, le all clear est arrivé, à peu près 45-30 minutes. C'est-à-dire cessation de l'alarme. Ça a duré à peu près 45 minutes, ce temps-là. Et là, c'était... Dans l'entretemps, on se battait férocement sur toutes les scènes de la guerre. L'escorte des convois de l'Arctique à destination de Mourmansk, en Russie, aura été pour la marine canadienne l'une de ses plus dures missions. Ces mers, si cruelles par elles-mêmes, étaient infestées de sous-marins et survolées par la Luftwaffe. L'eau glacée faisait mourir en quelques minutes les victimes des torpillages. Les pertes étaient terribles. Ainsi, il arriva qu'un convoi perdit en route 23 de ses 34 navires. C'est à ce prix qu'on aidait les Russes. Mais comment aurait-on hésité puisqu'ils luttaient contre le gros de l'armée allemande? On voyageait de nuit, puis il faisait clair, après comme le jour. Et puis on voyait les polar bears, les icebergs, enfin. Les Russes, ce sont des durs à cuire. Ils se sont endurés le froid, quiconque. Mais, on était après à prendre, pour prendre de l'huile. Alors, les oil boats qu'ils appellent, supply boat ship, il y en a à côté de nous. Les traditions dans la marine, c'est qu'un bateau s'accoste à côté de nous pour donner des supplies, enfin tout. Les officiers invitent les officiers de l'autre bateau pour venir. Le capitaine à bord du bateau russe, c'était une femme. En uniforme. Et des médailles, elle en avait. Elle avait après 3 ou 4 autres femmes avec elle. Des officiers, des sous-officiers, enfin tout. Parce que vous savez, même amener le bateau. Cette solidarité dans les usines, cette solidarité dans l'armée, malgré tout, surtout chez les non-gradés, ça nous a appris autre chose que ce que notre vie nous avait montré jusqu'alors. Et pour nous, cette solidarité, ça a été la perspective du monde que nous voulions voir après la guerre. Parce que tout d'un coup, les méchants communistes étaient devenus les bons soldats soviétiques. Il y avait eu des revirements spectaculaires, n'est-ce pas? Et je suivais, moi, très attentivement, l'autre gaspillage de vie qui se faisait à Stalingrad. L'enfer des Allemands était en URSS. 1 an auparavant, la machine de guerre hitlérienne avait grincé devant Voronev. Mais c'est devant Stalingrad qu'elle s'arrêta. Dans toute l'Europe occupée, ce fut un immense soupir de soulagement. Lorsque les Russes refermèrent le filet autour de Stalingrad, 330 000 Allemands se trouvaient à l'intérieur. Les pertes des Soviets en vies humaines seulement se chiffraient par millions. Le reste était incalculable. Mais ces Allemands qui avaient parcouru 1 millier de milles pour en arriver là, repartaient maintenant dans l'autre direction. Les Américains contre-attaquaient dans le Pacifique et leurs fusiliers marins débarquaient à Guadalcanal dans l'archipel Salomon. C'est de là qu'ils repartirent vraiment à la conquête du Japon. Le Pacifique devint leur enfer particulier. À Hong Kong, là, on devait par 3-4 mois sans travailler avant de travailler. Après ça, dans l'été, ils ont décidé de nous faire travailler. Ils envoyaient des gars, il nous faut tant d'hommes. Aujourd'hui, il nous faut 600 gars, malades ou non, foutillades. D'abord, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, c'était dans l'inventaire de physique. Il fallait que tu manges. Donc, s'il y avait 600 gars qui allaient travailler, il y avait une ration pour 600 hommes. Donc, si on était à 1000 dans le camp, il fallait nourrir les autres pareils qui étaient malades.
C'est le même que ça marchait. Mais on se débrouillait assez bien avec les Japonais. On pouvait dire un mot en anglais, japonais, puis ici, là. Puis on pouvait questionner. Puis eux autres, il y en a qui nous ont dévoilé qu'ils avaient dit que les Alliés étaient rendus en France. Ils disaient ça en France, c'est François. François. Donc, on fait une couple de nos gars qui ont été bons dans le langage japonais. Finalement, ils ont questionné quelques Japonais qui ont travaillé dans la construction de bateaux dans ce temps-là. Puis les Japonais, ils appelaient leurs propres journaux, eux autres même, puis ils écrivaient en japonais. Même on a un type de gars qui pouvait en lire un peu du japonais, ça, c'est formidable, ça. Puis là, dans le temps de coup, on voyait une petite map. Surtout dans la bataille des Russes. On les voyait avancer, les autres. Une journée, ils montaient à Smolensk, une autre journée, ils montaient vers Kiev, et ainsi de suite. Après ça, a été la même chose pour la France, la journée d'évasion. On l'a su, définitivement qu'on l'a su. On a commencé à figurer quand est-ce que la guerre va finir pour nous autres. Le 9 juillet 1943, sur la Méditerranée. Les Alliés s'attaquent enfin à la forteresse Europe, en tentant de prendre pied en Sicile méridionale. Intégrés à la fameuse 8e armée du désert, après avoir goûté durant 3 ans aux brumes et aux pluies de l'Angleterre, les Canadiens font brutalement connaissance avec la chaleur et la poussière du Midi. La population, épuisée, affamée, les reçoit non en conquérants, mais en libérateurs. Huit jours plus tard, les libérateurs de la Sicile franchissent le détroit de Messine. Ils débarquent près de Reggio de Calabre, à la pointe de la botte italienne. Chaque bataille est d'abord un assaut contre la montagne, mais les Allemands qui la dominent sont eux-mêmes dominés de plus haut. Le ciel de Sicile appartient aux Alliés. Trois jours de poussière, 8 heures de sommeil, puis une brève parenthèse de détente. Je crois que la chose qui est la plus dure en action que j'ai trouvée, moi, personnellement, c'est le manque de sommeil. Des fois, qu'on est tellement assommé de fatigue, on ne sait pas ce qui se passe. On a, comme on dit, à l'expression vulgaire, le tic-tac milliard d'aller. Je me souviens une fois avoir été appelé pour recevoir les ordres du commandant. Et puis, comme tout vieux soldat, en arrivant là, il n'était pas là, il était allé à la brigade. Alors, je me suis couché, j'ai étendu sur le plancher, et ma tête appuyée sur mon havresac. Et puis, on m'a réveillé. Puis, ils m'ont dit, l'attaque est cancellée. Ben, pourquoi même pas laisser dormir? Ben, il dit, mon vieux, tu fais depuis hier, tu dors. J'ai dormi 27 heures. Le climat d'Italie, c'est pas le climat des poètes. Il vente, il neige, il pleut, plus froide. Le terrain se transforme en une boue liquide, de la vase. Puis les gens vont en patrouille, les pieds gelés. On revient dans un petit trou, une tranchée. On s'ennuie de notre mère, comme on dit, hein? On pense aux belles journées. C'est pas l'Italie du Club Med. Hein? On pense aux belles journées d'été, là. On pense aux plages, on pense à un tas de choses, des bons repas. Et surtout, un sac de couchage. Le 7 septembre, le monde apprenait une nouvelle sensationnelle. Ici, le général Dwight D. Eisenhower. Le gouvernement italien a déposé les armes sans condition. L'armistice est entré en vigueur sur le champ. Les hostilités entre les forces armées des Nations Unies et celles de l'Italie cessent immédiatement. And those of Italy terminate at once.
Le 11 octobre, les Canadiens arrivent au terme de leur pénible trajet. Campo Basso occupé est devenu la cité de la feuille d'érable. Nos troupes y retrouvent quelque chose de l'atmosphère du pays. Au cinéma, parmi les nombreuses actualités tournées au pays qu'on leur présentait, nos militaires en congé avaient pu entendre un récital donné dans une usine de guerre par Diana Dorben, charmante étoile d'origine canadienne. Le premier fasciste de l'Europe avait été le premier à tomber. Adolf Hitler, son sauveur et son dernier espoir, promit de faire de l'Italie un champ de bataille majeur. Je n'étais pas dans la bataille de l'Ortona, j'étais près de ça, à Orsonia, c'est un mille ou deux de Ortona. Mais je savais qu'il y avait une grande bataille là, et les Canadiens étaient à Ortona, et beaucoup de morts là, beaucoup de morts là. Voici ce qu'avait à dire d'Ortona un célèbre correspondant de guerre canadien qui s'y trouvait, Matthew Halton de Radio-Canada. J'ai passé aujourd'hui plusieurs heures dans Ortona. Si ce n'était pas l'enfer, c'était vraiment l'antichambre de l'enfer. Environné de fracas et de feu, je me trouvais au centre d'un ouragan de dévastation. Les pièces de nos chars rangées sur la place et les canons et les mortiers de l'ennemi semblaient réduire la ville en miettes. Peter Sterberg, correspondant de Radio-Canada, avait salué ainsi notre terrible victoire. Pour les morts d'Ortona, la cloche de la cathédrale sonne le glas. Pour les Canadiens tombés en prenant la ville, et pour les débris et les cendres de la cathédrale elle-même, la cloche sonne le glas. Le Natapascan, c'est un contre-torpilleur. J'ai été commissionnaire mort avec d'autres de mes amis de Montréal. Il était à peu près 3 heures du matin, 3 heures, 3h30, 3h30. Et nous avons entendu un bruit à l'arrière du bateau, stern of the ship. On a été frappés par une torpille. Donc on était arrêtés complètement. Les propellers, les hélices du bateau ont été coupées complètement. On était comme des deadlocks, des canards morts. Et on a continué à tirer pareil. Moi, j'étais sur le beacon. Le sonore avait été changé. Et nous avons frappé plusieurs fois le bateau allemand. Et une deuxième torpille nous a frappé au centre du bateau. Et le bateau a explosé. Encore, on tirait. On attendait les ordres du capitaine. Abandon ship. Ça venait pas. Et puis, et une beacon. Le bateau a commencé à... L'arrière a coulé. L'avant. Et c'est là que le capitaine a dit abandon ship. Et puis il montait assez. On sautait au bout. Et on était dans l'huile. Il y avait du feu, des flammes. In and out, in and out. Ça criait. Et on nageait. Mais il y avait des corps. Rien qu'on pouvait faire. Et de là, j'ai nagé, m'éloigner du bateau pour l'explosion.
Mais j'ai vu le bateau descendre avec la moitié d'équipage qu'on a appris par la suite à sombrer avec le bateau. Par la suite, on a été pour l'enquête du bateau à Londres. Le capitaine Jada, de Wolfe, est venu nous voir. C'était bien de sa part. Et c'est là qu'il nous a appris combien il y en avait qui avaient été pris prisonniers de guerre. Et que d'autres avaient péri avec le bateau, la plupart. Et que Stubb, notre capitaine, avait été ramassé par son bateau, par lui-même, par le Hayden. Et que, lorsqu'il a vu des hommes dans l'eau, il est là partait. Il a dit, I'm going overboard. Il dit, je veux rester avec mes hommes. Il a sauté. Et puis apparemment, d'après ce qu'ils disent, il a été pris par les hélices du Hayden, à l'arrière du bateau. Puis il est mort. C'est de la même façon qu'il est mort. J'ai rencontré un de mes anciens compagnons de Saint-Hubert. En fait, c'était mon commandant de la section d'entraînement où j'étais. Et puis lui, il était squadron leader, chef d'une escadrille de Typhoon. Par pur hasard, je l'ai rencontré dans un pub. Et puis, il s'appelait Ken. Ken, il faut que tu t'organises pour me faire muter à ton escadrille. Puis comme de fait, 3 jours après, j'ai reçu mes ordres, puis je me suis rapporté. Typhoon, c'est un bombardier chasseur qui faisait des bombardements à piqué ou à basse altitude, et qui était muni de 4 canons de 20 mm, tout ça dans les ailes. Alors, quand les bombes étaient larguées, on devenait des chasseurs. Et puis avec ces canons-là, on pouvait faire pas mal de dommages à des convois militaires, toutes sortes de cibles. Durant toute la guerre, c'était la vision du pilote qui comptait. Hein? Toujours. C'était la vision du pilote qui était vraiment le radar. Aujourd'hui, c'est le radar qui les cherche, mais nous, on les cherchait, puis c'était ceux qui avaient les meilleurs yeux, les meilleurs qui devenaient très importants pour l'escadrille, parce qu'ils voyaient l'ennemi un peu avant que l'ennemi nous voyait. C'était très important. On commençait l'offensive contre la France. C'était vraiment pour montrer qu'on était en offensive. La première des aventures que j'ai eues, c'est qu'un jour, j'étais avec un pilote tchécoslovaque qui était dans Flight Lieutenant Mikajcek, qui était mon numéro 1. Puis j'étais monté avec lui pour un peu d'entraînement. On faisait ce qu'on appelait du tail chasing. Puis lui, il s'est collé contre un autre avion. Il s'est mis en arrière d'un autre avion qui était dans le bout de... dans l'est de l'Angleterre, près de Dover. Il a commencé... Je croyais que c'était un ami. Puis soudainement, j'ai vu la fumée de ses fusées, puis j'ai vu l'avion en avant être frappé, puis le pilote sortir en parachute. Puis c'était un avion allemand au-dessus de l'Angleterre. Hein. C'était un voyage d'entraînement. C'était ma première aventure, ma première vue d'un avion ennemi. Et j'ai compris, j'étais beaucoup surpris que j'avais pas reconnu l'avion, parce que les avions se ressemblent un peu. Hein? Une nuit de l'été 1943, on leur assigna comme objectif une petite ville sur la côte balte. C'était là, au dire des services de renseignement, que se construisaient 2 armes nouvelles et terrifiantes, le V1 et le V2. Nous étions stationnés à Folkestone. C'est là que nous avons eu la visite des V1, qu'on appelait. On disait pas V1, on disait V1, hein? On était bilingues. Alors, c'est là qu'on a vu les V1. On n'a jamais tant vu d'avions chasseurs se faire descendre
Parce qu'il y avait du feu en arrière. Nous autres, on croyait que la DCA avait tiré dessus, puis qu'il était en train de les descendre. Dans ce ciel de la Manche, si souvent remué, un monstre de plus. Il fonce vers l'Angleterre avec mission de semer la panique, de la répandre, de l'installer. Où va tomber cette cargaison de ferraille et d'explosifs? Que verra-t-on voler en lambeaux? Qui va mourir? Depuis près de 4 ans, l'Angleterre vit sous la menace venue du ciel. Tombées des airs, les bombes de toutes sortes. Les plus récentes étaient au phosphore et allumaient partout des incendies. En 45 minutes, plus de 500 bombardiers lourds infligèrent des pertes qui retardèrent cette fabrication de plusieurs mois. Ils s'attaquèrent aussi aux abris sous-marins de Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Durant cette guerre-ci, 17 000 aviateurs canadiens auront donné leur vie. Avec quelle anxiété on comptait les avions au retour. Avec quelle ferveur on espérait qu'aucun d'eux ne ramenait un camarade mort à son poste de bombardier ou de mitrailleur. Alors, la camaraderie, c'était très chaud, là. Les relations très intéressantes avec nos compagnons, mais malheureusement, il ne fallait pas trop penser à des amitiés durables. C'était au Canada qu'en quelques mois incroyables, on avait appris à construire pièce par pièce, assembler et produire en série l'une des armes les plus efficaces de la guerre, le Lancaster. Pendant la guerre, officiellement, il ne devait pas y avoir de grève. Le gouvernement de Mackenzie King avait pris tous les pouvoirs en fait de relations ouvrières pendant la période de guerre et il avait décrété que les grèves seraient illégales. Alors, il n'y en avait pas de préparer, de voter, d'annoncer officiellement. Là où il y avait des grèves, ça partait comme ça. La France occupée était à demi paralysée, tandis qu'en Grande-Bretagne, la plus vaste concentration des forces armées jamais vues s'amassait le long des côtes de la Manche. Les camps militaires de la côte étaient scellés, car le succès de l'invasion dépendait moins de la fantastique machinerie qu'ils emportaient que de ces hommes eux-mêmes, dont on n'entendrait plus parler avant le 6 juin. Le mois de mai, début du mois de juin, on était en quarantaine, à peu près 2 semaines avant les opérations pour l'invasion de la France, qu'on appelle en français le jour J. Hein? Le jour J. En anglais, c'est D-Day. En France, c'est le jour J. On leur a demandé comment se fait le jour J. Ils disaient, c'est J pour jour. C'est en anglais, D, c'est D for day. C'est simple. En mai 1944, nous étions en Angleterre. Moi, j'étais en Angleterre depuis 1943. Il y avait des gars qui étaient là depuis 4 ans, avec la 2e division d'infanterie canadienne. La 2e division était concentrée dans ce secteur-là, sur les bords de la Manche, plus précisément dans la région de Brighton. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. On s'ennuie, nous autres, là. On commence à être tannés, on commence à être fatigués de faire les mêmes manœuvres, de lancer les mêmes grenades, les mêmes mitrailleuses. Moi, depuis 1940 que je tire de mitrailleuses, depuis 1940 je suis avec des soldats, depuis 1940, 41, 42, qu'on fait les mêmes exercices. Mais là, il y a quelque chose, et on sent qu'il y a de la poudre dans l'air. Mais on sait qu'il se passe quelque chose à cause de l'intensification des opérations aériennes.
Oui, j'étais encore en Angleterre. Naturellement, il y avait le secret. Hein? On ne connaissait pas les dates, on ne savait pas exactement ce qui allait se produire. Mais comme vous dites, à cause des préparations, et puis on recevait beaucoup de bagages, des camions qui arrivaient avec toutes sortes de choses nouvelles. Et puis on s'y est accoutumé. On se préparait réellement sans savoir exactement ce qui se passait. Et puis, je me souviens, un soir, après notre visite quotidienne en bicyclette, on a entendu un bruit terrible au ciel qui grandissait par minute. Et puis ça, c'était les gliders qui transportaient les parachutistes. Les Américains étaient à Reading, tout près de chez nous. Alors, ils prenaient leur formation tranquillement au-dessus de nos têtes. Les sanglots longs des violons de l'automne. Nous répétons, les sanglots longs des violons de l'automne. Et le matin du 6 de juin, toute la nuit, le ciel est couvert d'avions. Toute la nuit, c'est des vrombissements épouvantables. C'est tellement intense que j'en dors pas de la nuit. Et peut-être mon pif, mon 6e sens de soldat me dit « Hey, il se passe quelque chose d'extraordinaire. » Je sors dehors, vers les 4h30, 5h du matin, je sors de ma hutte, et puis je vois des avions revenir. Mais des avions qui volent à basse altitude. Il y a des bouts d'ailes d'arrachés. Il manque des bouts de queue. Il y en a qui lancent des signaux de détresse. À haute altitude, on voit passer des chasseurs à toute vitesse. Des escadrilles complètes. Des escadrilles complètes de bombardiers. Ben, je commandais un peloton. Et puis, nous avons traversé sur des péniches. Puis on s'est fait brasser la cage. Parce que la Manche était tellement démontée que le général Eisenhower avait retardé le débarquement de 24 heures. Alors, au lieu de partir le 4, on est parti le 5. On s'est rendu au loin. Puis là, il y a eu le mariage, enfin, de tous les bateaux pour adopter une formation de convoi, puis là, on est parti. Le capitaine du navire, à un moment donné, nous a donné, en partant de Southampton, des enveloppes scellées. Alors, on a ouvert ça. J'ai montré à ma troupe les photos aériennes. Puis le petit village où l'on s'en va, ben, c'était tous des codes. C'était pas Bernières-sur-Mer. Juste avant l'attaque. Là, il y a un stress. Ou, je sais pas comment vous appelez ça. Mais je pense que c'est ça qui est le plus dur. L'attente. Juste avant de passer à l'acte. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle de France. Aucun avion ennemi dans les parages. Tout semble irréel. Sur le pont, officiers de l'armée et de la marine, soldats et marins de sauvetage suivent les progrès de l'opération. Nous nous rapprochons constamment de la côte. Et bientôt, il nous est possible de reconnaître les églises, le brise-lames, tout ce qui se trouvait clairement indiqué sur nos cartes. C'est à ce moment que les petites embarcations de débarquement nous dépassent. Elles transportent les troupes d'assaut massées, l'arme au bras, coiffées de leurs casques d'acier. Bien, comme plusieurs ont dû dire auparavant, dans un débarquement, vous savez, le long de la côte, où l'on fait l'évasion, il y a toujours un comité de réception. J'ai vu une barge semblable à la mienne, sur ma droite, qui a sauté. Le lieutenant Paré de Québec était dedans, la moitié de son peloton s'est fait tuer. Lui, il a monté dans les airs, comprenez-vous. Et puis, par contre, il a été capable de regrouper le peu de soldats qui lui restaient. Il l'a combattu encore toute la journée, en dépit du fait qu'il était blessé. La mer s'adoucit. La mer sait que très bientôt les gars seront sur la plage. Elle leur cède sa place. Ce sont eux qui feront le raz-de-marée.
Nous sommes dans la baie de la Seine et là-bas dans le lointain, les avions effectuent leur travail préparatoire. De temps à autre, les batteries de déserts ennemis strient le ciel de leurs balles traçantes. Mais les escadrilles succèdent aux écrans sourds de l'explosion de nos bombes. Quelqu'un m'a posé, oh, je ne sais pas quand, m'a posé la question, avais-tu peur? Si ma mémoire est fidèle, je pense que je lui ai répondu en ces termes, on n'avait pas le temps. Là, ce n'était plus des manœuvres, là c'était vrai. C'est comme le lever du rideau. Et en fait de musique, c'est une ouverture. L'opéra commence. Sait-on bien son rôle? Peut-être pas. Mais il faut le jouer. On est ici pour ça. Le paysage s'éparpille et on ne sait plus où il va. Il faut se fier à son instinct. J'ouvre ma radio et les gars, c'était déjà... Les gars non plus ne dormaient pas. Tout le monde, on est là, puis on s'inquiète, on se questionne. Et la BBC est ouverte et on attend. Par un communiqué spécial, nous apprenons ce matin que les forces alliées viennent de débarquer en Normandie. Et c'est enfin l'abcès qui crève. Hein? Les gars se sautent au cou. Ça y est! C'est triste de dire ça, mais c'est un moment de bonheur pour un soldat. C'est un dénouement. Hein? Comprenez le nombre d'années de préparation, là, il va y avoir un dénouement. Enfin, on va savoir qui nous sommes. On va pouvoir regarder notre ennemi dans le blanc des yeux. Ça fait longtemps qu'on en parle. On va le voir. On va se battre. C'est un feeling terrible. Puis je me souviens qu'en montant, à un moment donné, j'ai rencontré le commandant. Puis il m'a dit, regardez en arrière. Monsieur, sur les hauteurs, on pouvait voir la Manche qui nous avait amenés. En France, c'était noir de bateaux. L'aviation, continuellement. Et puis les chars, l'artillerie. Monsieur, c'était le bal chez Boulet. Alors là, ils étaient distribués dans les différents hôpitaux canadiens en Angleterre. Et ce qui m'a surpris terriblement, tout au début, quand les grandes portes sont ouvertes, là, les blessés nous sont arrivés, c'était qu'un Allemand aidait un Tommy, Jerry puis un Tommy, et puis que vice-versa. Ils s'entraidaient, se respectaient, et puis inutile de vous dire qu'ils n'avaient pas bonne mine, hein? Ils étaient souillés et puis souvent encore ensanglantés. Mais ça a été encore 2 autres jours plus tard, ça a pris 2 autres jours avant qu'on voit des Canadiens. Alors on se demandait s'ils avaient tous été exterminés ou ce qui arriverait. Alors nos Canadiens, eux, étaient un peu plus exubérants. Et puis en arrivant, ils parlaient beaucoup, nous contaient des histoires terrifiantes. Puis après avoir dormi leur somme, qui voulait durer pour 2 jours, on les réveillait de temps à autre, là, ils ne voulaient plus parler. Pour la seconde fois du demi-siècle, les Canadiens se battent sur le sol de France. Leurs pertes se chiffrent par un millier de morts ou de blessés. Mais nos troupes ont déjà enlevé une tête de plage de 5000 de larveurs, et c'est à elles que revient l'honneur de la pénétration la plus profonde. Et à la radio, les nouvelles sont bonnes. A été lancé contre le flanc de l'Europe nazie. Complétant le communiqué officiel, les dépêches des correspondants nous apprennent que des troupes canadiennes, américaines et britanniques ont effectué un débarquement sur la côte de Normandie et sont déjà solidement ancrés sur 20 000 de plages. Une des choses les plus impressionnantes, les choses qui ont resté avec moi, parmi les choses les plus impressionnantes, c'était la rapidité et l'efficacité de ceux qui ont construit les pistes en Normandie. Les pistes que nous, on s'en est servi 4 jours après le débarquement. Darrell Russell, mon commandant et moi, et avec un dénommé Campbell et Dean Dover, on était les 4 pour aller essayer la piste pour la première fois. C'était le 10 du mois de juin, 4 jours après le débarquement. Puis déjà, la piste était
fini, il y avait tout sur la piste pour nous supporter. Il y avait de l'essence, il y avait des mécaniques, il y avait de l'huile. Puis la piste était opérationnelle. 4 jours. Ça prend plus de temps que ça aujourd'hui pour qu'une lettre parte de Montréal pour se rendre à Toronto. Nous sommes rentrés pour aller à Caen. Et là, à Caen, c'était la seule église qui restait debout. Tout le reste était tout tombé à terre. J'ai des photos de ça. C'est un ramassis de briques puis de bois et tout ce que vous voulez. Et nous avions ouvert une salle de pansement dans l'église même. Mais là, c'était pas un cadeau. Il y avait le Guillaume le Conquérant qui est enterré là. J'ai ouvert la salle d'opération en plein sur sa tombe. Il a semblé bien aimer ça parce qu'il n'a jamais crié, il n'a jamais dit un mot. Nous avions fait beaucoup de prisonniers allemands. C'est pas nous qui avions fait les prisonniers allemands. Ce sont nos régiments de notre brigade. Qui, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en avait tout un tas. Hein? Et même là, nous avions pris une section médicale allemande, au complet. Le médecin et les infirmiers, les brancardiers, tout ce beau monde-là ont été faits prisonniers. Je ne sais pas qui a décidé un bon coup, mais je sais que les Allemands s'étaient proposés puis ont levé les 2 mains pour être sûr de ne pas se tromper, hein, qui voulaient rester pour travailler avec nous. Alors, tout le temps que la bataille a duré, dans le temps, je sais pas, moi, on va dire de Fleury-sur-Orne, de Mille-sur-Orne, de Saint-André, tous ces places-là, là, hein, nous avons eu une section allemande qui a travaillé avec nous. Totolaise avait pour objectif Falaise. La résistance ennemie est féroce. On fait face à la 12e Panzer SS, la jeunesse hitlérienne, des gars de 17, 18, 19 ans, fanatisés, des gars avec l'expérience du front de la Russie. Les gars se battent. Les gars résistent par tous les moyens possibles et imaginables. Finalement, on perce. On perce, mais à un prix énorme, en perte d'hommes, en perte de chars, en perte de matériel. Mais on perce, c'est ça qui est important. Et là, on embarque sur la route de Falaise. La route de Falaise, c'est l'hécatombe. On arrive présentement au dernier moment, à l'agonie de Falaise, parce que Falaise est détruit. Hein. Mais les gars résistent, les Allemands sont dedans, les Allemands sont dans les ruines. On va donner le dernier coup. Et pendant que les bombardiers, les chasseurs bombardiers attaquent Falaise, l'ennemi décide de se replier. Nous, on nous envoie sur le flanc gauche pour former doubler l'encerclement par la gauche pour les empêcher de sortir et de se replier en direction de Rouen. L'ennemi semble avoir pris racine dans les champs de blé. Il fait corps avec la moisson. Il émerge de partout. C'est la falaise tout le tour de soi. Si on va par là, le mur change de place. Ailleurs, c'est pareil. La falaise est un rempart. Ensuite, une enceinte. Après, une souricière. Nous venons de traverser Bontassilly, pas de résistance. Nous approchons de Versainville. On prend pas de chance. On met un bombardement d'artillerie en avant de nous autres. Nous sommes en avant avec mon peloton, là, ce qu'on appelle la pointe de l'avance. Et nous nous approchons très près de notre propre bombardement. Mais tellement près qu'il y a des obus qui tombent un peu courts. J'essaie de rentrer dans une maison, dans le village de Versainville. Comme on arrive aux approches de Versainville, il y a une maison délabrée. Il y a une maison qui est éventrée. Il y a un piano dans le coin, puis un violon sur le piano. Je pense à mon violon, je pense à ma tante Irma. Je me fous de la guerre. J'ai mes gars rentrés. On se met tous à l'abri pour laisser passer le barrage. J'enlève mon pack, je sors la boîte de violon dans le dessous du piano. Et puis, chose étrange dans tout ce bombardement-là, le violon n'avait pas une égratignure, la boîte n'avait pas une égratignure et les cordes étaient accordées. Je ramasse l'archet, je commence à jouer. Mais naturellement, mes hommes et les renforts, ils ne savaient pas que je jouais du violon. Alors, ils commencent à jouer du violon. Les gars, ils disent « Oh, dis, monsieur, que c'est beau. »
Il n'y avait plus de guerre momentanément. Cette espèce de transition. Mes gars étaient tous souriants, puis ils disaient « Hey, et lieutenant, il joue du violon, baptême! » C'est bon, c'est bon. Et je leur commence à leur... Je pense que c'était la méditation à Thaïs. C'est ce que j'aimais le plus. Mais pendant ce temps-là, l'avance est arrêtée. Alors arrive à la course dans la porte de la dans l'enchancrure de la maison, le major de Grand Prix, Georges, me dit « Charlie, qu'est-ce que tu fais là? Vous avancez pas, qu'est-ce qui vous arrête? » Alors moi, je suis pris momentanément, bien sûr, que je viens de manquer un petit peu à mon devoir, là. J'ai pris un petit break musical. Les gars ont répondu pour moi, ils ont dit « Major, le violon, c'est le violon qui arrête l'avance. Mais écoutez comme c'est beau! » Halifax, Nouvelle-Écosse. Denrées, pétrole et munitions doivent de là affluer en Grande-Bretagne, sinon la guerre est perdue. Et là, pour la première fois, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de... J'allais quitter mon pays. J'ai commencé à sentir des papillons dans le ventre. J'ai commencé à sentir des angoisses. Là, mon aventure devenait très, très, très réelle. Je sentais que, hey, là, je vais traverser l'océan. Wow. Là, on va être loin de la maison paternelle, on va être loin des douceurs de la tante Irma, de la mère Berthe, de mes frères et tout ça. C'était vraiment envahi par une tristesse presque indescriptible. Il y avait une petite infirmière, une jeune infirmière qui venait de l'Ouest, qui avait l'air à s'ennuyer autant que moi, qui avait l'air aussi nostalgique du pays au moment du départ, je suppose, parce qu'on vient de l'Ouest. Donc, on la voyait de temps à autre et elle mangeait avec nous à table. Ça a été le jour de Noël. Il y a eu le plum pudding, il y a eu une petite fête à bord et tout ça. Chose que je me souviens, à bord de ce bateau-là aussi, chaque fois qu'on annonçait un repas, il y avait un marin qui se promenait avec un xylophone, puis un marteau, et il jouait la 5e de Beethoven, les premières notes. Ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam. Ça annonçait les repas. La première corvette, c'était le Hammers, dont le capitaine était Louis Audette. En hiver, on était sur le pont pour faire le lookout, le guet qu'on appelle, hein, pour les autres bateaux. Durant la nuit, il n'y a pas de lumière, de rien. Et puis, il fallait faire les guets. Ça, c'était 24 heures par jour, ça. Il s'agissait pour la marine canadienne d'assurer les transports à travers l'Atlantique Nord. Les attaques sous-marines commençaient dès la sortie de Halifax et de Saint-Jean. Les escadrilles canadiennes protégeaient les navires aussi loin qu'elles le pouvaient. Mais le moment venait toujours de tourner bride. Les convois étaient alors réduits à leurs propres ressources. Et elles étaient minces. Un grand coup de sirène, c'était un rassemblement dans le salon du bateau. 2 coups de sirène, c'était de s'en aller à nos postes de sauvetage, à nos chaloupes de sauvetage. 3 coups de sirène, c'était l'abandon du bateau. Le lendemain du jour de Noël, je pense, c'est le 26 décembre 1942, alerte. Et
là, on nous annonce, les officiers du bord nous disent que nous sommes présentement le convoi qui a rallié une centaine de navires, a rallié un convoi américain. L'opéra commence. Sait-on bien son rôle? Peut-être pas, mais il faut le jouer. On est ici pour ça. Le paysage s'éparpille et on ne sait plus où il va. Il faut se fier à son instinct. J'ouvre ma radio et les gars, c'était déjà... Les gars non plus ne dormaient pas. Tout le monde, on est là, puis on s'inquiète, on se questionne. Et la BBC est ouverte et on attend. Par un communiqué spécial, nous apprenons ce matin que les forces alliées viennent de débarquer en Normandie. Et c'est enfin l'abcès qui crève. Hein? Les gars se sautent au cou. Ça y est! C'est triste de dire ça, mais c'est un moment de bonheur pour un soldat. C'est un dénouement. Hein? Comprenez le nombre d'années de préparation, là, il va y avoir un dénouement. Enfin, on va savoir qui nous sommes. On va pouvoir regarder notre ennemi dans le blanc des yeux. Ça fait longtemps qu'on en parle. On va le voir. On va se battre. C'est un feeling terrible. Puis je me souviens qu'en montant, à un moment donné, j'ai rencontré le commandant. Puis il m'a dit, regardez en arrière. Monsieur, sur les hauteurs, on pouvait voir la Manche qui nous avait amenés. En France, c'était noir de bateaux. L'aviation, continuellement. Et puis les chars, l'artillerie. Monsieur, c'était le bal chez Boulet. Alors là, ils étaient distribués dans les différents hôpitaux canadiens en Angleterre. Et ce qui m'a surpris terriblement, tout au début, quand les grandes portes sont ouvertes, là, les blessés nous sont arrivés, c'était qu'un Allemand aidait un Tommy, Jerry puis un Tommy, et puis que vice-versa. Ils s'entraidaient, se respectaient, et puis inutile de vous dire qu'ils n'avaient pas bonne mine, hein? Ils étaient souillés et puis souvent encore ensanglantés. Mais ça a été encore 2 autres jours plus tard, ça a pris 2 autres jours avant qu'on voit des Canadiens. Alors on se demandait s'ils avaient tous été exterminés ou ce qui arriverait. Alors nos Canadiens, eux, étaient un peu plus exubérants. Et puis en arrivant, ils parlaient beaucoup, nous contaient des histoires terrifiantes. Puis après avoir dormi leur somme, qui voulait durer pour 2 jours, on les réveillait de temps à autre, là, ils ne voulaient plus parler. Pour la seconde fois du demi-siècle, les Canadiens se battent sur le sol de France. Leurs pertes se chiffrent par un millier de morts ou de blessés. Mais nos troupes ont déjà enlevé une tête de plage de 5000 de larveurs. C'est pas le cinéma des poètes. Il vente, il neige, il pleut, plus froide. Le terrain se transforme en une boue liquide, de la vase. Puis les gens vont en patrouille, les pieds gelés. On revient dans un petit trou, une tranchée. On s'ennuie de notre mère, comme on dit. Hein? On pense aux belles journées. C'est pas l'Italie du Club Med. Hein? On pense aux belles journées d'été, là. On pense aux plages, on pense à un tas de choses, des bons repas. Et surtout, un sac de couchage. Le 7 septembre, le monde apprenait une nouvelle sensationnelle. Ici, le général Dwight D. Eisenhower. Le gouvernement italien a déposé les armes sans condition. L'armistice est entré en vigueur sur le champ. Les hostilités entre les forces armées des Nations Unies et celles de l'Italie cessent immédiatement. Le 11 octobre, les Canadiens arrivent au terme de leur pénible trajet. Campobasso occupé est devenu la cité de la feuille d'érable. Nos troupes y retrouvent quelque chose de l'atmosphère du pays. Au cinéma, parmi les nombreuses actualités tournées au pays qu'on leur présentait, nos militaires en congé avaient pu entendre un récital donné dans une usine de guerre par Diana Dorben, charmante étoile d'origine canadienne.
premier fasciste de l'Europe avait été le premier à tomber. Adolf Hitler, son sauveur et son dernier espoir, promit de faire de l'Italie un champ de bataille majeur. Je n'étais pas dans la bataille de l'Ortona, j'étais près de ça, à Orsonia, c'est un mille ou deux de Ortona. Mais je savais qu'il y avait une grande bataille là, et les Canadiens étaient à Ortona, et beaucoup de morts là, beaucoup de morts là. Voici ce qu'avait à dire d'Ortona un célèbre correspondant de guerre canadien qui s'y trouvait, Matthew Halton de Radio-Canada. J'ai passé aujourd'hui plusieurs heures dans Ortona. Si ce n'était pas l'enfer, c'était vraiment l'antichambre de l'enfer. Environné de fracas et de feu, je me trouvais au centre... C'était encore 2 autres jours plus tard. Ça a pris 2 autres jours avant qu'on voit des Canadiens. Alors on se demandait s'ils avaient tous été exterminés ou ce qui arriverait. Alors, nos Canadiens, eux, étaient un peu plus exubérants. Et puis, en arrivant, ils parlaient beaucoup, nous contaient des histoires terrifiantes. Puis après avoir dormi leur somme, qui voulait durer pour 2 jours, mais on les réveillait de temps à autre, là, ils ne voulaient plus parler. Pour la seconde fois du demi-siècle, les Canadiens se battent sur le sol de France. Leurs pertes se chiffrent par un millier de morts ou de blessés. Mais nos troupes ont déjà enlevé une tête de plage de 5000 de larveurs, et c'est à elle que revient l'honneur de la pénétration la plus profonde. Et à la radio, les nouvelles sont bonnes. A été lancé contre le flanc de l'Europe nazie. Complétant le communiqué officiel, les dépêches des correspondants nous apprennent que des troupes canadiennes, américaines et britanniques ont effectué un débarquement sur la côte de Normandie et sont déjà solidement ancrés sur 20 000 de plages. Une des choses les plus impressionnantes, les choses qui ont resté avec moi, parmi les choses les plus impressionnantes, c'était la rapidité et l'efficacité de ceux qui ont construit les pistes en Normandie. Les pistes que nous, on s'en est servi 4 jours après le débarquement. Dal Russell, mon commandant et moi, et avec un dénommé Campbell et Dean Dover, on était les 4 pour aller essayer la piste pour la première fois. C'était le 10 du mois de juin, 4 jours après le débarquement. Puis déjà, la piste était finie. Il y avait tout sur la piste pour nous supporter. Il y avait de l'essence, il y avait des mécaniques, il y avait de l'huile. Puis la piste était opérationnelle. 4 jours. Ça prend plus de temps que ça aujourd'hui pour qu'une lettre parte de Montréal pour se rendre à Toronto. Nous autres, nous sommes rentrés pour aller à Caen. Et là, à Caen, c'était la seule église qui restait debout. Tout le reste était tout tombé à terre. J'ai des photos de ça. C'est un ramassis de briques puis de bois et tout ce que vous voulez. Et nous avions ouvert une salle de pansement dans l'église même. Mais là, c'était pas un cadeau. Il y avait le Guillaume le Conquérant qui est enterré là. J'ai ouvert la salle d'opération en plein sur sa tombe. Il a semblé bien aimer ça parce que... Tous les pouvoirs ont fait de relations ouvrières pendant la période de guerre et il avait décrété que les grèves seraient illégales. Alors, il n'y en avait pas de préparer, de voter, d'annoncer officiellement. Là où il y avait des grèves, ça partait comme ça. La France occupée était à demi paralysée, tandis qu'en Grande-Bretagne, la plus vaste concentration des forces armées jamais vues s'amassait le long des côtes de la Manche. Les camps militaires de la côte étaient scellés,
car le succès de l'invasion dépendait moins de la fantastique machinerie qu'ils emportaient que de ces hommes eux-mêmes, dont on n'entendrait plus parler avant le 6 juin. Le mois de mai, début du mois de juin, on était en quarantaine, à peu près 2 semaines avant les opérations pour l'invasion de la France, qu'on appelle en français le jour J. Hein? Le jour J. En anglais, c'est D-Day. En France, c'est le jour J. On leur a demandé comment se fait le jour J. Ils disent, c'est J pour jour. C'est en anglais, D, c'est D for day. C'est simple. En mai 1944, nous étions en Angleterre. Moi, j'étais en Angleterre depuis 1943. Il y avait des gars qui étaient là depuis 4 ans, avec la 2e division d'infanterie canadienne. La 2e division était concentrée dans ce secteur-là, sur les bords de la Manche, plus précisément dans la région de Brighton. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. On s'ennuie, nous autres, là. On commence à être tannés, on commence à être fatigués de faire les mêmes manœuvres, de lancer les mêmes grenades, les mêmes mitrailleuses. Moi, depuis 1940 que je tire de la mitrailleuse, depuis 1940 je suis avec des soldats, depuis 1940, 41, 42, qu'on fait les mêmes exercices. Mais là, il y a quelque chose, et on sent qu'il y a de la poudre dans l'air. Mais on sait qu'il se passe quelque chose à cause de l'intensification des opérations aériennes. Oui, j'étais encore en Angleterre. Naturellement, il y avait le secret. Hein? On ne connaissait pas les dates, on ne savait pas exactement ce qui allait se produire. Mais comme vous dites, à cause des préparations, et puis on recevait beaucoup de bagages, des camions qui arrivaient avec toutes sortes de choses nouvelles. Et puis on s'y est accoutumé, on se préparait réellement sans savoir exactement ce qui se passait. Et puis, je me souviens, un soir, après notre visite quotidienne en bicyclette, on a entendu un bruit terrible au ciel qui grandissait par minute. Et puis ça, c'était les gliders qui transportaient les parachutistes. Les Américains étaient à Reading. Ils ont proposé, puis ils ont levé les 2 mains pour être sûr de ne pas se tromper, hein, qui voulaient rester pour travailler avec nous. Alors, tout le temps que la bataille a duré, dans le temps, je sais pas, moi, on va dire de Fleury-sur-Rhône, de Mille-sur-Rhône, de Saint-André, tous ces places-là, là, hein, nous avons eu une section allemande qui a travaillé avec nous. Totolaise avait pour objectif Falaise. La résistance ennemie est féroce. On fait face à la 12e Panzer SS, la jeunesse hitlérienne, des gars de 17, 18, 19 ans, fanatisés, des gars avec l'expérience du front de la Russie. Les gars se battent. Les gars résistent par tous les moyens possibles et imaginables. Finalement, on perce. On perce, mais à un prix énorme, en perte d'hommes, en perte de chars, en perte de matériel. Mais on perce, c'est ça qui est important. Et là, on embarque sur la route de Falaise. La route de Falaise, c'est l'hécatombe. On arrive présentement au dernier moment, à l'agonie de Falaise, parce que Falaise est détruit. Hein. Mais les gars résistent, les Allemands sont dedans, les Allemands sont dans les ruines. On va donner le dernier coup. Et pendant que les bombardiers, les chasseurs bombardiers attaquent Falaise, l'ennemi décide de se replier. Nous, on nous envoie sur le flanc gauche pour former doubler l'encerclement par la gauche pour les empêcher de sortir et de se replier en direction de Rouen. L'ennemi semble avoir pris racine dans les champs de blé. Il fait corps avec la moisson. Il émerge de partout. C'est la falaise tout le tour de soi. Si on va par là, le mur change de place. Ailleurs, c'est pareil. La falaise est un rempart. Ensuite, une enceinte. Après, une souricière. Nous venons de traverser Bontassilly, pas de résistance. Nous approchons de Versainville. On prend pas de chance. On met un bombardement d'artillerie en avant de nous autres. Nous sommes en avant avec mon peloton, là, ce qu'on appelle la pointe de l'avance. Et nous nous approchons très près de notre propre bombardement. Mais tellement près qu'il y a des obus qui tombent un peu courts. J'essaie de rentrer dans une maison, dans le village de Versainville. Comme on arrive aux approches de Versainville, il y a une maison délabrée. Il y a une maison qui est éventrée. Il y a un piano dans le coin, puis un violon sur le piano. Je pense à mon violon, je pense à ma tante Irma. Je me fous de la guerre. J'ai mes gars rentrés. On se met tous à l'abri pour laisser passer le barrage. J'enlève mon pack, sors la boîte de violon dans le dessous du piano. Et puis, chose étrange dans tout ce bombardement-là, le violon n'avait pas une égratignure, la boîte n'avait pas une égratignure et les cordes étaient accordées. Je ramasse leur chef, je commence à jouer.
Mais naturellement, mes hommes, les renforts, ils ne savaient pas que je jouais du violon. Alors, ils commencent à jouer du violon. Les gars, ils disent, ouf, dis, monsieur, que c'est beau. Le débarquement. Darrell Russell, mon commandant et moi, et avec un dénommé Campbell et Dean Dover, on était les 4 pour aller essayer la piste pour la première fois. C'était le 10 du mois de juin, 4 jours après le débarquement. Puis déjà, la piste était finie. Il y avait tout sur la piste pour nous supporter. Il y avait de l'essence, il y avait des mécaniques, il y avait de l'huile. Puis la piste était opérationnelle. 4 jours. Ça prend plus de temps que ça aujourd'hui pour qu'une lettre part de Montréal pour se rendre à Toronto. Nous autres, nous sommes rentrés pour aller à Caen. Et là, à Caen, c'était la seule église qui restait debout. Tout le reste était tout tombé à terre. J'ai des photos de ça. C'est un ramassis de briques puis de bois et tout ce que vous voulez. Et nous avions ouvert une salle de pansement dans l'église même. Mais là, c'était pas un cadeau. Il y avait le Guillaume le Conquérant qui est enterré là. J'ai ouvert la salle d'opération en plein sur sa tombe. Il a semblé bien aimer ça parce qu'il n'a jamais crié, il n'a jamais dit un mot. Nous avions fait beaucoup de prisonniers allemands. C'est pas nous qui avions fait les prisonniers allemands. Ce sont nos régiments de notre brigade. Qui, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en avait tout un tas. Hein? Et même là, nous avions pris une section médicale allemande, au complet. Le médecin et les infirmiers, les brancardiers, tout ce beau monde-là ont été faits prisonniers. Je ne sais pas qui a décidé un bon coup, mais je sais que les Allemands s'étaient proposés puis ont levé les 2 mains pour être sûrs de ne pas se tromper, hein, qui voulaient rester pour travailler avec nous. Alors, tout le temps que la bataille a duré, dans le temps, je sais pas, moi, on va dire de Fleury-sur-Orne, de Mille-sur-Orne, de Saint-André, tous ces places-là, là, hein, nous avons eu une section allemande qui a travaillé avec nous. Totolaise avait pour objectif Falaise. La résistance ennemie est féroce. On fait face à la 12e Panzer SS, la jeunesse hitlérienne, des gars de 17, 18, 19 ans, fanatisés, des gars avec l'expérience du front de la Russie. Les gars se battent. Les gars résistent par tous les moyens possibles et imaginables. Finalement, on perce. On perce, mais à un prix énorme, en perte d'hommes, en perte de chars. Les hélices du bateau ont été coupées complètement. On était comme des deadlocks, des canards morts. Et on a continué à tirer pareil. Moi, j'étais sur le Beacon. Le sang-là avait été changé. Et nous avons frappé plusieurs fois les bateaux allemands. Et une deuxième torpille nous a frappé au centre du bateau. Et le bateau a explosé. Encore, on tirait. On attendait les ordres du capitaine. Abandon ship. Ça venait pas. Et puis, et une Beacon, le bateau a commencé à... L'arrière a coulé. L'avant. Et c'est là que le capitaine a dit abandon ship. Et puis il montait assez. On sautait au bord. Et on était dans l'huile. Il y avait du feu, des flammes. In and out, in and out. Ça criait. Et on nageait. Il y avait des corps, rien qu'on pouvait faire. Et de là, j'ai nagé, m'éloigner du bateau pour l'explosion. Mais j'ai vu le bateau descendre avec la moitié d'équipage qu'on a appris par la suite
sombré avec le bateau. La suite, on a été pour l'enquête du bateau à Londres. Le capitaine du Ada, de Wolfe, est venu nous voir. C'était bien de sa part. Et c'est là qu'il nous a appris combien il y en avait qui avaient été pris prisonniers de guerre. Et que d'autres avaient péri avec le bateau, la plupart. Et que Stubb, notre capitaine, avait été ramassé par son bateau, par lui-même, par le Ada. Et que, lorsqu'il a vu des hommes dans l'eau, le Ada partait. Il a dit, I'm going overboard. Il dit, je reste avec mes hommes. Il a sauté. Et puis apparemment, d'après ce qu'ils disent, il a été pris par les hélices du Ada, à l'arrière du bateau. Puis il est mort. Menaces venues du ciel. Tombées des airs, les bombes de toutes sortes. Les plus récentes étaient au phosphore et allumaient partout des incendies. En 45 minutes, plus de 500 bombardiers lourds infligèrent des pertes qui retardèrent cette fabrication de plusieurs mois. Ils s'attaquèrent aussi aux abris sous-marins de Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Durant cette guerre-ci, 17 000 aviateurs canadiens auront donné leur vie. Avec quelle anxiété on comptait les avions au retour. Avec quelle ferveur on espérait qu'aucun d'eux ne ramenait un camarade mort à son poste de bombardier ou de mitrailleur. Alors, la camaraderie, c'était très chaud, là. Les relations très intéressantes avec nos compagnons, mais malheureusement, il ne fallait pas trop penser à des amitiés durables. C'était au Canada qu'en quelques mois incroyables, on avait appris à construire pièce par pièce, assembler et produire en série l'une des armes les plus efficaces de la guerre, le Lancaster. Pendant la guerre, officiellement, il ne devait pas y avoir de grève. Le gouvernement de Mackenzie King avait pris tous les pouvoirs en fait de relations ouvrières pendant la période de guerre et il avait décrété que les grèves seraient illégales. Alors, il n'y en avait pas de préparer, de voter, d'annoncer officiellement. Là où il y avait des grèves, ça partait comme ça. La France occupée était à demi paralysée, tandis qu'en Grande-Bretagne, la plus vaste concentration des forces armées jamais vues s'amassait le long des côtes de la Manche. Les camps militaires de la côte étaient scellés, car le succès de l'invasion dépendait moins de la fantastique machinerie qu'ils emportaient que de ces hommes eux-mêmes, dont on n'entendrait plus parler avant le 6 juin. Le mois de mai, début du mois de juin, on était en quarantaine, à peu près 2 semaines avant les opérations pour l'invasion de la France, qu'on appelle en français le jour J. Hein? Le jour J. En anglais, c'est D-Day. En France, c'est le jour J. Du pilote qui comptait. Hein? Toujours. C'était la vision du pilote qui était vraiment le radar. Aujourd'hui, c'est le radar qui les cherche, mais nous, on les cherchait, puis c'était ceux qui avaient les meilleurs yeux, les meilleurs qui devenaient très importants pour l'escadrille, parce qu'ils voyaient l'ennemi un peu avant que l'ennemi nous voyait. C'était très important. On commençait l'offensive contre la France. C'était vraiment pour montrer qu'on était en offensive. La première des aventures que j'ai eues, c'est qu'un jour, j'étais avec un pilote tchécoslovaque qui était dans Flight Lieutenant Mikhaïchek, qui était mon numéro 1. Puis j'étais monté avec lui pour un peu d'entraînement. On faisait ce qu'on appelait du tail chasing.
Puis lui, il s'est collé contre un autre avion, il s'est mis en arrière d'un autre avion qui était dans le bout de... dans l'est de l'Angleterre, près de Dover. Il a commencé, je croyais que c'était un ami. Puis soudainement, j'ai vu la fumée de ses fusils, puis j'ai vu l'avion en avant être frappé, puis le pilote sortir en parachute. Puis c'était un avion allemand au-dessus de l'Angleterre. Hein. C'était un voyage d'entraînement, puis c'était ma première aventure, ma première vue d'un avion ennemi. Et j'ai compris... j'étais beaucoup surpris que j'avais pas reconnu l'avion, parce que les avions se ressemblent un peu, hein. Une nuit de l'été 1943, on leur assigna comme objectif une petite ville sur la côte balte. C'était là, au dire des services de renseignement, que se construisaient deux armes nouvelles et terrifiantes, le V1 et le V2. Nous étions stationnés à Folkestone. C'est là que nous avons eu la visite des V1, qu'on appelait. On disait pas V1, on disait V1, hein? On était bilingues. Alors, c'est là qu'on a vu les V1. On n'a jamais tant vu d'avions chasseurs se faire descendre, parce qu'il y avait du feu en arrière. Nous autres, on croyait que la DCA avait tiré dessus, puis qu'il était en train de les descendre. Dans ce ciel de la Manche, si souvent remué, un monstre de plus. Il fonce vers l'Angleterre avec mission de semer la panique, de la répandre, de l'installer. Où va tomber cette cargaison de ferraille et d'explosifs? Que verra-t-on voler en lambeaux? Qui va mourir? Depuis près de 4 ans, l'Angleterre vit sous la menace venue du ciel. Les bombardiers lourds infligèrent des pertes qui retardèrent cette fabrication de plusieurs mois. Ils s'attaquèrent aussi aux abris sous-marins de Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Durant cette guerre-ci, 17 000 aviateurs canadiens auront donné leur vie. Avec quelle anxiété on comptait les avions au retour. Avec quelle ferveur on espérait qu'aucun d'eux ne ramenait un camarade mort à son poste de bombardier ou de mitrailleur. Alors, la camaraderie, c'était très chaud, là. Les relations très intéressantes avec nos compagnons, mais malheureusement, il ne fallait pas trop penser à des amitiés durables. C'était au Canada qu'en quelques mois incroyables, on avait appris à construire pièce par pièce, assembler et produire en série l'une des armes les plus efficaces de la guerre, le Lancaster. Pendant la guerre, officiellement, il ne devait pas y avoir de grève. Le gouvernement de Mackenzie King avait pris tous les pouvoirs en fait de relations ouvrières pendant la période de guerre et il avait décrété que les grèves seraient illégales. Alors, il n'y en avait pas de préparer, de voter, d'annoncer officiellement. Là où il y avait des grèves, ça partait comme ça. La France occupée était à demi paralysée, tandis qu'en Grande-Bretagne, la plus vaste concentration des forces armées jamais vues s'amassait le long des côtes de la Manche. Les camps militaires de la côte étaient scellés, car le succès de l'invasion dépendait moins de la fantastique machinerie qu'ils emportaient que de ces hommes eux-mêmes, dont on n'entendrait plus parler avant le 6 juin. Le mois de mai, début du mois de juin, on était en quarantaine, à peu près 2 semaines avant les opérations pour l'invasion de la France, qu'on appelle en français le jour J. Hein? Le jour J. En anglais, c'est D-Day. En France, c'est le jour J. On leur a demandé comment se fait le jour J. Ils disaient, c'est J pour jour.
qui en anglais D, c'est D for day. C'est simple. En mai 1944, nous étions en Angleterre. Moi, j'étais en Angleterre depuis 1940. Il fallait faire les guerres. Ça, c'était 24 heures par jour, ça. Il s'agissait pour la marine canadienne d'assurer les transports à travers l'Atlantique Nord. Les attaques sous-marines commençaient dès la sortie de Halifax et de Saint-Jean. Les escadrilles canadiennes protégeaient les navires aussi loin qu'elles le pouvaient. Mais le moment venait toujours de tourner bride. Les convois étaient alors réduits à leurs propres ressources. Et elles étaient minces. Un grand coup de sirène, c'était un rassemblement dans le salon du bateau. 2 coups de sirène, c'était de s'en aller à nos postes de sauvetage, à nos chaloupes de sauvetage. 3 coups de sirène, c'était l'abandon du bateau. Le lendemain du jour de Noël, je pense, c'est le 26 décembre 1942, alerte. Et là, on nous annonce, les officiers du bord nous disent que nous sommes présentement le convoi qui a rallié une centaine de navires, a rallié un convoi américain au large de New York et que nous sommes présentement sous attaque par des sous-marins ennemis. Alors, on entend des charges de profondeur des corvettes et des destroyers qui protègent et qui sont en train de pourchasser. Et là, c'est un moment d'anxiété terrible. Parce que c'est cette anxiété-là que je connaîtrais à la guerre, c'est que là, tu peux rien faire. On essaie de mettre nos bruits de sauvetage et tout ça. Ma petite infirmière, moi, qui me suivait, parce que j'ai frappé dans sa porte, dans la porte de sa cabine, quand l'alerte a sonné, elle m'avait suivi, puis il fallait mettre une espèce d'habit ciré, habit de caoutchouc, mettre nos flottes par-dessus ça, un capuchon, accrocher des lumières, des batteries. S'est enfargée là-dedans, puis elle était désespérée. On s'est liés d'amitié davantage parce que je l'ai aidé à mettre son habit de sauvetage. Et puis, elle se tenait tout près, puis je la sentais trembler. Et pendant ce temps-là, ben, tout le monde s'énervait. Et là, on attendait le 2e coup. Il nous est arrivé que, quand on fait des convois avec Amherst, la corvette Amherst, qu'on a ramassé assez souvent des survivants, des marins, de la planète marchande, des blessés. Et comme assez souvent ça arrivait que ces blessés-là succombaient à leurs blessures à bord du bateau. Il fallait les ensevelir dans la mer. Je pense que c'est le vrai mot, ça, ensevelir dans la mer. Et c'est assez triste, des fois, de faire